présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à vous, bonjour Jacques Attali, bonjour Mickaël. On est ravis de vous retrouver. Il y a une chose, Jacques Attali, que je vous observe avant que cette interview ne démarre pour Candidat répondez, le nouveau livre que vous publiez chez Fayard. Je vous connais depuis des années. Ces dernières années, vous êtes toujours en train de tweeter sous la table. Alors là, on est à la télévision, quel que soit, j'allais presque dire, on a l'impression que vous seriez dans une war room, vous seriez encore en train de tripoter votre téléphone portable. Certains peuvent y voir une certaine forme de dédain. Moi, je considère qu'effectivement, c'est une certaine forme de passion. Mais est-ce que vous pensez que ça fait partie, justement, des choses indispensables pour le futur candidat que vous interpellez? C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il soit au fait des technologies de l'information. D'abord, il se trouve que je reçois beaucoup d'emails et que je réponds aussi vite que possible. Ensuite, j'ai tweeté pour annoncer que j'étais avec vous, donc vous n'allez pas me le reprocher. Dès le matin, là, boum. Ah, vous êtes pas il est bien arrivé. Non, mais c'est dans le livre. Hein. Oui. Vous expliquez qu'il faut qu'il soit polyglotte, au moins 3 langues, bien habillé, et que de toute façon, il ou elle, s'il ne maîtrise pas les technologies de l'information, c'est même pas la peine qu'il y aille. Quoi. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Si je dis en effet que il y a un certain nombre de qualités de base d'un président de la République. Celles-là sont les plus superficielles, mais elles sont importantes. Mais il y a aussi le fait de savoir travailler en équipe, le fait de savoir écouter. On aimerait savoir d'un candidat s'il a une vraie force de travail, s'il sait vraiment lire en plusieurs langues, quels journaux il lit, quelle méthode de travail. Les rapports, les journaux, vous expliquez. Est-ce qu'il aime décider seul ou en réunion? Tout ça, c'est des. La méthode de travail il n'y est a pas très tant que ça importante. qui trouve grâce à vos yeux. Là, vous allez essayer de me faire dire quel est le candidat que je préfère. C'est pas mon objet, c'est pas l'objet de ce livre, et je le dirai bien sûr avant les élections. Ce que j'ai essayé de faire là, c'est de montrer que les électeurs doivent se poser un certain nombre de questions et directement ou par votre intermédiaire obtenir un certain nombre de réponses des candidats Avant la fin du mois d'avril, quoi. Avant de se décider pour voter, de façon à avoir vraiment la possibilité de choisir en fonction des grands enjeux des 5 prochaines années. Mais il y a une chose qui est, je reviens à ce propos un peu ironique du début, c'est qu'il y a beaucoup, on le voit avec Mickaël, dans la campagne, on parle beaucoup des personnalités, de la personnalité des candidats, et en même temps, les candidats, tous répondent, mais d'abord et avant tout, ce qui est important, c'est le programme, c'est les partis, c'est l'organisation. Or, en fait, d'une certaine manière, je dis pas que vous justifiez cette interrogation que nous devons tous avoir sur la personnalité, l'aptitude au travail, mais en fait, c'est quand même quelque chose de fondamentalement important. Oui, mais c'est ce que vous citez là, c'est une page sur tout le livre. Mais attendez, on a le temps, on va parler du reste. C'est vrai que c'est important. Une des premières séries de questions que je pose, c'est d'essayer de comprendre comment le candidat, le futur président, va travailler. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va décider seul ou en réunion, est-ce qu'il va vérifier que ce qu'il dit se met en œuvre, parce qu'une des grandes faiblesses de la vie publique aujourd'hui, c'est qu'on se contente souvent de dire les choses, tant dans l'opposition que au pouvoir, et on ne vérifie pas que c'est mis en œuvre. Et une des grandes qualités des pays où la crise semble maîtrisée, comme la Suède, ou comme le Canada, ou comme les Pays-Bas, sont des pays où les hommes politiques passent beaucoup plus de temps à vérifier que ce qu'ils ont dit a été vraiment fait qu'à inventer des projets nouveaux. Alors il y a 2 idées forces dans le livre. D'abord, vous avez effectivement isolé 153 questions à laquelle ou auxquelles il faudrait que les candidats répondent. Vous en avez même sélectionné une dizaine, et vous expliquez aussi tout au long du livre, quels que soient les sujets, que ce soit les mœurs, l'éducation, l'économie, la dette, qu'il faudrait que toutes ces réponses interviennent avant le 27 avril, parce que si c'est pour faire une campagne où on ne dit rien et refaire tout directement après, ça n'a pas de sens. Alors pardonnez-moi, pour chaque question, j'ai proposé 2 réponses contradictoires, puisque c'est pas un programme, mais c'est une façon de proposer au lecteur une réflexion sur chacune de ces questions. Par exemple, sur le travail, vous expliquez, est-ce qu'il faut travailler plus ou est-ce qu'il faut travailler moins pour résoudre les questions du chômage qui sont dramatiques en France? On va y revenir sur tout ça. Parlons un soupçon de quelque chose que vous connaissez bien avec Mickaël, qui est l'éducation, puisque vous avez été tout jeune prof à Dauphine, prof à Polytechnique. Est-ce que vous croyez à la possibilité, comme le suggère le président de la République, justement d'autonomiser les collèges, les lycées sur le modèle des universités? Si j'ose dire, ça fait un petit peu rire tout ça, parce que c'est une des questions du livre, est-ce qu'il faut autonomiser les écoles? Ça me fait un peu rire parce que c'est une proposition du rapport de la commission que j'ai présidée il y a maintenant 4 ans. C'est plutôt une bonne piste. Alors. Oui, bien sûr, mais tout le monde est d'accord. Tout le monde, la gauche et la droite sont d'accord là-dessus. Et la seule chose, c'est qu'on peut se demander pourquoi on l'a pas fait à partir du jour où la commission unanime que j'ai présidée, qui rassemblait des gens de gauche et de droite,
tout ensemble, l'a proposé. Pourquoi est-ce que la gauche dit hier on casse le modèle républicain avec Non, cette proposition la gauche a dit surtout, enfin, j'en sais pas ce que dit la gauche, moi je suis libre. Vincent Peillon notamment. Bon, ben écoutez, je n'ai pas entendu, j'avais aussi entendu qu'on disait pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plus tôt. Mais moi, ce que je peux vous dire très librement, c'est qu'on connaît très bien les causes de l'échec français, qui ne sont pas des questions d'argent, qui sont des questions de modèle d'adaptation de l'école au quartier, aux élèves qui sont là. Et que la meilleure façon de le faire, c'est à la fois de permettre au directeur de l'école d'avoir le vrai pouvoir sur son école. Et pour ça, d'adapter le programme en fonction de l'environnement et de faire que les professeurs... Donc un énorme pragmatisme. Oui, mais on le sait. L'expérience finlandaise l'a démontré. Il y a des centaines d'expériences à travers la France qui l'ont appliqué. Il n'y a plus qu'à le généraliser. On n'a pas osé le faire. Mais est-ce que ça vous paraît par exemple délirant, Jacques Attali, comme ça a quand même été suggéré par la gauche, voire même proposé, même s'il y a des moments où elle flotte sur ce sujet, d'engager des profs supplémentaires? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut les payer dans le contexte budgétaire que vous décrivez longuement? Moi, je vous pose des questions. J'essaie de poser des questions nouvelles et vous revenez sur des questions essentielles. Ce livre ne vise pas à cela. Ce livre ne vise pas à vous permettre, même si je sais que vous le souhaitez, de savoir pour qui je vais voter. Non, mais je ne vous ai pas demandé ça. Oui, mais Non, mais La gauche propose 60 000 créations de postes. Mais c'est pas le sujet le plus important pour l'école. Le sujet le plus important pour l'école, c'est l'autonomie de la direction des établissements. Donc là-dessus, vous êtes d'accord? Oui. Et c'est le point le plus important. La création de postes, si on peut les faire à budget constant, ou plutôt décroissant, évidemment, je ne peux pas être contre. Mais les questions les plus importantes, si vous voyez dans les 15 questions plus importantes que j'ai données, il n'y a pas la question des créations de postes. Sur l'école, la question la plus importante, c'est l'autonomie des établissements. Sur la défense, dont on ne parle jamais, il y a des questions extrêmement importantes qui dépendent de la République. Le nucléaire militaire, c'est au cours du mandat du prochain président de la République qu'on doit absolument décider si après 2030, nous aurons encore des sous-marins nucléaires. C'est une question fondamentale. Évidemment, le prochain président décidera. Mais si on n'en parle pas dans cette campagne, si vous ne leur posez pas la question, ils le feront en catimini. Et ça coûte très cher, ça a beaucoup d'intérêt, mais il y a des avantages et des moyens de le faire. D'ailleurs, vous expliquez dans le livre qu'une grande partie de ce qui a été fait pendant le quinquennat du président de la République actuelle sont des choses... été proposé pendant le... Ouais, c'est-à-dire que la réforme des retraites, on n'en a pas parlé avant. L'entrée de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, on n'en a pas parlé avant. Il y a un grand nombre de choses qui ont été faites après, qui n'ont pas été des sujets de campagne. Et d'ailleurs, les candidats veulent 2-3 mesures phares. Donc on ne parlera pas de tout ce qu'il y a dans votre livre aujourd'hui, les 153 propositions. Non, si je l'ai écrit, c'est pour changer le cours des choses. Quand on écrit un livre... Il y a peu de chances pour qu'ils en parlent. C'est pas vrai. Hier, j'ai entendu des journalistes dans d'autres médias commencer à servir de ce livre en l'ayant devant eux pour poser des questions. Nous l'avons devant nous, vous l'avez vu, il est là. Mais je souhaite que vous l'ayez devant vous quand vous interrogez des hommes politiques de l'entourage des candidats. C'est-à-dire qu'on fasse la promo d'Atali. Non, vous pouvez très bien ne pas le citer, c'est pas mon problème, mais que vous utilisiez les questions qui sont là. Si vous prenez ces 15 questions et posez-les à tous les candidats. Justement, la grande question fondamentale, puisque vous commencez par ça, c'est la dette, donc la purge, en fait, pour les Français. Et effectivement, ce que vous expliquez, de ce point de vue-là, on ne peut être que d'accord avec vous, c'est qu'il serait bon qu'ils expliquent clairement ce qu'ils vont faire avant les 2 premiers tours pour qu'on ne se retrouve pas avec un candidat ou une candidate élue qui fera quelque chose de différent pour récupérer les 90 milliards dont on a besoin. Voilà. Alors, oui, je vous en prie. Non, mais donc réponse, c'est-à-dire qu'est-ce que vous souhaiteriez, à quoi souhaiteriez-vous qu'ils répondent sur ce thème-là? La première question, la première des 15 les plus importantes pour moi, c'est il faut 90 milliards pour que la dette ne dérape pas, je ne dis pas pour la supprimer, mais pour qu'elle n'explose pas vers 100% du PIB, 90 milliards en recettes ou en économie dans les 3 prochaines années, où vous les trouvez? Et dans le livre, je propose 2 solutions, parce qu'on peut les trouver, de gauche et de droite, des solutions intolérable politiquement pour quelque candidat que ce soit. On sent une certaine forme de jubilation sur le côté intolérable. Mais intolérable, mais nécessaire. Parce que depuis 10 ans, gauche et droite confondues, depuis le gouvernement Jospin jusqu'à aujourd'hui, on a, avec un entêtement jubilatoire, comme vous avez dit, augmenté les dépenses, et avec le même entêtement jubilatoire, on a diminué les impôts. Bon, à un moment, ça doit s'arrêter tout ça. Et si on ne dit pas maintenant comment on le fait, ben je vous donne, fiche mon billet, qu'au lendemain des présidentielles, il y aura un plan de rigueur massif. Si c'est le nouveau président qui est nouveau président, il dira l'héritage est catastrophique. Je ne le savais pas, je suis obligé de le faire. Et si c'est l'actuel, il dira ben, les circonstances ont changé. Mais c'est quand même mieux que si c'est annoncé avant. Alors, question de Mickaël. Jacques Attali, que pensez-vous de la percée de François Bayrou ce matin, un sondage CSA dans les Échos, le font monter à quasiment 51% des intentions de vote, en tout cas dans
d'opinion favorable, pour vous, la surprise Bayrou est-elle possible? Moi, j'ai déjà dit dans un autre média avant-hier qu'un second tour Bayrou-Le Pen n'est pas exclu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça aujourd'hui? Parce que je pense que les candidats ne sont pas assez clairs sur leur programme. Et, les candidats, vous parlez donc de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, si les candidats. Tous, mais y compris Bayrou, et le flou. Plus il y a du flou, plus il y a une incertitude des électeurs, qui sont beaucoup plus intelligents qu'on croit. Ils ne savent plus pour qui voter. Il n'en reste pas moins que pour l'instant, pour moi, la question la plus importante des sondages, c'est pas qui pensez-vous qui va gagner, ni même pour qui vous allez voter, c'est qui souhaitez-vous voir gagner. Et sur cette question, pour l'instant, il n'y a pas de photographie, c'est François Hollande qui est largement en tête. C'est donc la question la plus importante. Mais dans la mesure où il y a une extraordinaire flou, on ne connaît aucun programme, ils n'ont répondu à aucune de ces questions, peut-être une ou deux des 150. Tant qu'on n'a pas ça, les électeurs peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent voter uniquement à la tête du client ou en fonction de la dernière anicroche de campagne ou anecdote qui sera... En tout cas, ça sera très serré, ça jouera à 4 a priori. Aujourd'hui, ils sont 4 à 20%. Et donc tout est incertain, mais ils sont 4 à 20% parce qu'il n'y a pas de clivage sur les programmes. Il y a une chose qui est intéressante dans le livre, c'est que non seulement vous parlez des questions économiques, mais vous parlez aussi de choses qui vous ont touché, enfin sur lesquelles vous avez déjà beaucoup écrit dans le passé, les mœurs, la culture. J'essaie de couvrir tous les sujets de compétences. Qui sont effectivement des sujets qu'on pose, enfin des questions qu'on pose assez peu aux candidats. Puis il y a une mesure absolument radicale que vous évoquez pour la dette, c'est évidemment la suppression de toutes les niches fiscales et pourquoi pas un impôt, je voudrais être précis, sur 10 ans de 1,5% sur l'ensemble des patrimoines financiers et immobiliers sans aucune exonération. Cela suffirait à rembourser tout en 10 ans. Au fond, ça consiste à demander aux Français de racheter de leur dette, quoi. D'une certaine manière. Ça prouve que simplement, c'est pas hors de portée. Si en effet on faisait un impôt sur la fortune de 1,5% pendant 10 ans sans exonération, c'est fini. Donc c'est pas hors de portée. Mais qui va être pour, Jacques Attali? J'en sais rien. Je dis simplement qu'il faut, à un moment, de toute façon, il faudra le faire. Il faudra le dire avant, surtout. Il vaut mieux le dire avant. Mais vous avez raison de dire que dans ce livre, j'essaie d'évoquer tous les sujets possibles. La défense, la politique étrangère, où il y a beaucoup de sujets, qu'a l'attitude avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. En matière de défense, est-ce qu'on aura des drones ou pas? Question absolument majeure. On a fait l'erreur majeure au cours de ce mandat présidentiel de ne pas s'être équipé de drones. C'est pas la faute du président de la République, c'est des choix qui ont été faits par les uns et les autres. Mais économiquement, on pourra faire tout ça? De toute façon, ce livre est fait qui n'est pas un programme, mais qui en propose plusieurs à l'intérieur par question, est fait à budget décroissant. Parce que de toute façon, le prochain président de la République devra agir à budget décroissant. Et ce n'est pas exclu de le faire à budget décroissant. Dans un pays qui a plus de ronds-points dans les carrefours que l'ensemble des autres pays de l'Union européenne réunis, ne me disent pas qu'on n'a pas d'économie disponible. Et j'en donne toute une série. Il y a une chose qui me paraît être, comme on dit au théâtre, le sous-texte de tout ça. C'est qu'au fond, vous avez participé à une expérience présidentielle importante avec François Mitterrand, où les intellectuels étaient quand même assez associés à la décision dès le départ. Et on a l'impression que ce que vous portez à titre personnel depuis des années, c'est que vous reprochez au pouvoir, finalement, de ne plus intégrer dans la réflexion politique les intellectuels, qu'ils soient des économistes de haut niveau, des musiciens, etc. Enfin, on sent qu'il y a ça quand même qui est sous-jacent. C'est possible. En tout cas, je continue mon travail d'intellectuel. J'ai eu le privilège pendant 10 ans d'être associé au pouvoir, de l'exercer au plus haut niveau. Mais le demi-échec de la commission Attali, ça vous a blessé, le fait qu'on arrête tout pour des chauffeurs de taxi qui hurlent dans la rue. Ne me dites pas que ça vous a plu. On ne peut pas dire, oui, c'est l'image qui en est restée. Mais en fait, ils ont quand même appliqué la moitié de ce qu'on a dit. Et dans le discours du président de la République de samedi dernier, il y avait 3 mesures qui sont dans un rapport qui ont été repris. La TVA sociale, qui est plutôt une dévaluation fiscale, la formation des chômeurs, qui n'a pas été mise en avant et qui est très important, et la taxe sur les transactions financières. Donc, et je vous fiche mon billet aussi, c'est la 3e fois que j'emploie cette formule banale, que les candidats François Hollande et Nicolas Sarkozy vont reprendre dans leur programme la quasi-totalité de ce rapport. Chacun en prenant une partie. C'est déjà pratiquement fait. Donc le rapport Attali reviendra en 2012. Et une partie est faite, l'autre sera faite, voilà. La TVA sociale, vous avez dit, pardonnez-moi, au fond, vous êtes pour ou pas cette affaire-là? Parce que je suis pour dans le contexte d'une réforme fiscale d'ensemble. Parce que la TVA sociale, que je préfère encore appeler, comme on l'appelle en allemand, d'évaluation fiscale, il s'agit de ça, est excellente pour la compétitivité, mais catastrophique pour la justice sociale. Donc il faut la faire, mais il faut la
complétée par une réforme de l'impôt sur le revenu qui la rend juste. Justement, vous expliquez dans le livre qu'il faudrait, parce que ça c'était la thèse de la gauche, de Piketty et des autres depuis le début, c'est-à-dire la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Pardonnez-moi de vous répondre rapidement parce qu'on arrive au terme. Visiblement, Hollande est en train d'étaler ça sur 5 ans et puis de le faire radicalement au début. Encore une fois, c'est une des options. C'est une option qui a un grand danger si on l'applique brutalement, c'est que ça supprime le quotient familial et que ça rend impossible de maintenir la politique familiale. C'est une erreur. Merci Jacques Attali. Le livre s'appelle Candidat répondez. Il est passionnant. Il est publié aux éditions Fayard. Et il vient de sortir. Bonne matinée à vous. Et reprenez votre appareil magique pour tweeter, répondre aux tweets, aux mails. Et donc, Mickaël, on se retrouve là. Merci beaucoup.